Alors déjà, je voulais juste préciser que je suis complètement, j'ai rien préparé. Donc j'ai rien à vous vendre de particulier et j'ai pas de slide. Voilà, je suis venu par connexion en fait via un ami commun avec Sophie et un intérêt évidemment pour l'eau. Alors je m'appelle Xavier Litrico, je suis le directeur de la recherche et de la science de Suez. Donc Suez, vous connaissez sans doute, avec un acteur industriel de la gestion de l'eau et des déchets, un acteur de l'environnement. Alors je peux vous parler un peu de pourquoi est-ce que ça m'intéresse. Enfin, déjà, je voudrais dire que je suis très intéressé par cette démarche que vous avez là. Je trouve ça très pertinent de faire des choses. Enfin, finalement, je trouve que le côté maker me paraît très pertinent pour plein de choses, pour des enjeux qui nous concernent tous, qui concernent... on sait bien, je ne vais pas vous refaire l'article sur l'importance de l'environnement, des grands changements qui sont actuellement en route, changement climatique, impact évidemment urbanisation, concentration des populations plutôt sur le littoral, un impact évidemment sur les océans, sur les ressources en eau. C'est quelque chose que je pense qu'on est tous sensibilisés à ça, on l'est tous également. Donc, et pourquoi je dis que c'est important de faire ? Parce que je pense qu'une des réactions qu'on peut avoir à ces grands problèmes, c'est une réaction d'incompétence, d'incapacité à changer les choses. Et donc je pense que le fait de faire quelque chose, c'est une réponse qui me paraît très pertinente, déjà. Et à titre personnel, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime faire aussi. J'ai beaucoup fait de recherche dans ma vie. J'ai une carrière de chercheur en fait, dans le public d'abord. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à un centre de recherche qui s'appelle le CEMAGREF, qui est un centre de recherche attaché à l'eau et l'environnement et à l'agriculture, j'étais à Montpellier. Je suis parti ensuite aux États-Unis, je suis revenu en France et en fait après 15 ans j'ai fait une carrière de chercheur, j'ai publié dans les grandes revues, dans plein de choses, un travail que font tous les chercheurs. Mais j'ai aussi beaucoup voulu appliquer les choses en fait. J'ai fait beaucoup d'applications, je pense que c'était hyper pertinent, en tout cas pour moi, non seulement de faire des papiers, mais aussi de se dire quel impact ça peut avoir sur la vie réelle et sur les gens qui gèrent, soit l'eau, soit l'environnement au sens large. Et finalement, mon passage à Berkeley pour ça est assez percutant, je pense, parce que j'ai trouvé là-bas une université de très haut niveau et aussi des gens qui étaient convaincus que faire des choses, c'était très pertinent et que c'était pas, entre guillemets, péjoratif de faire de la recherche appliquée. En France, je ne sais pas si vous êtes un peu dans les milieux académiques, il y a une vision un peu péjorative de la recherche appliquée par rapport à la recherche théorique, qui est forcément mieux vue, plus valorisée en fait, dans la trajectoire même de carrière des chercheurs. Je vais vous donner un exemple sur l'eau en particulier. Donc à Berkeley, j'étais il y a 10 ans. On a travaillé sur des drifters, donc on a conçu et développé des drifters en fait, et ça ressemble beaucoup à ce que je vous fais, je pense, donc des drifters, donc des capteurs en fait de qualité de l'eau qui flottent. C'était à l'époque c'était un projet avec Nokia, donc c'était un projet plus industriel, mais pas complètement, parce qu'en fait c'était des téléphones portables qui étaient les premiers téléphones à l'époque. C'était pas encore les smartphones, c'était je parle de 2007-2008, donc des téléphones qui étaient avec des GPS dedans. Et Nokia se disait mais qu'est-ce que je peux faire avec ces téléphones avec GPS? Est-ce qu'il y a des services, des choses qu'on peut inventer autour? À quoi ça peut servir? Donc un truc qu'on a fait, on a fait deux applications. Une application, c'est ces téléphones, on les a mis dans un flotteur et on les a balancés dans la baie de San Francisco. On en a fait comme ça plusieurs dizaines. Et le téléphone on avait le GPS, il était localisé. On avait un code qui nous permettait de rapatrier l'info par l'antenne téléphonique. Et on avait un code ensuite derrière alors on appelle ça de l'assimilation de données. C'est un peu technique, mais c'est en fait comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces données de temps réel, donc un flux de données temps réel qui arrive sur la position de ces capteurs, dans un modèle 2D hydrodynamique de surface. Et donc l'idée c'est d'arriver à faire du suivi en temps réel des courants de surface dans la baie de San Francisco. Pour l'application, c'était par exemple, s'il y a malheureusement un déversement de produits polluants à un endroit, on peut avec ces drifters les déployer et avoir une vision plus précise des courants de surface et donc ensuite d'être capable de prédire où cette nappe polluante va se déverser et donc d'optimiser finalement les actions de rémédiation si on peut les mettre en œuvre. Une application, et puis une autre application que vous connaissez sans doute maintenant beaucoup mieux, c'est sur le trafic routier.
En fait, avec des équations hydrauliques, on peut modéliser assez bien ce qui se passe sur une autoroute ou sur une route. Et avec des téléphones, avec un GPS, on sait que telle voiture va à telle vitesse. Et donc, on peut avoir une vision globale du trafic, donc mieux prédire le temps de trajet pour aller du point A au point B. Ça maintenant, vous allez me dire, c'est évident, c'est Waze ou bien Google Maps, etc. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas encore, même plus que 10 ans, c'est 12 ans en fait. Donc c'était un des premiers trucs qu'on a fait. Voilà, donc juste pour dire qu'on a fait des choses, j'ai participé à des projets, on faisait des choses et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté de satisfaction. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais peut-être c'est pas grave, c'est quelque chose de faire. Et donc en fait, en rentrant en France, j'ai choisi de passer dans le privé pour aussi avoir finalement plus d'impact. Et pour aller sur l'application, pour aller se dire finalement, intégrer un grand groupe comme Suez, c'est aussi une capacité de changer les choses de l'intérieur et d'être capable de développer des services, des solutions, faire de la recherche sur des problématiques qui touchent un grand nombre de personnes et avoir une capacité derrière à industrialiser ces solutions et aller vers des services qui sont potentiellement déployables partout dans le monde. Donc c'est ça la motivation et j'avoue que je suis toujours très ravi de ce travail que je fais. Donc ça s'est traduit comment en fait? J'étais à Bordeaux, monter un labo qui s'appelle le LIR, qui continue d'exister, qui s'appelle Lyonnaise Recherche à l'époque, c'était Lyonnaise des Eaux, mais maintenant c'est Suez Eau, France, qui est à l'Université de Bordeaux, et donc où l'idée c'était de dire, là il faut qu'on fasse sur un sujet comme l'eau, qu'on mette ensemble des chercheurs de l'académique, des chercheurs d'un industriel, des startups, des étudiants évidemment, et également tout un monde autour. Il y a aussi une collectivité qui était Bordeaux à l'époque, avec qui on a beaucoup travaillé, une région, région Aquitaine. Pourquoi? Parce qu'on était convaincus, et on est toujours, que les problématiques environnementales, elles sont locales. Elles ne sont pas une solution, on n'est pas un industriel comme Google ou comme Apple, qui a une solution, un produit qui est diffusé partout dans le monde, ou même comme une plateforme, etc. Facebook ou autre. On pense que les problématiques environnementales, elles sont locales, elles sont locales, mais elles sont donc il faut les concevoir, les solutions qu'on peut développer, ou la recherche, la faire avec les gens qui sont directement touchés par les problématiques. Donc les faire avec, c'est aussi ça, c'est aussi se dire comment on met autour de la table tout le monde, parce que il faut mettre pour moi, pour les problématiques qui sont les nôtres, il faut évidemment des industriels, à mon avis, il en faut. Il faut également des gens comme vous qui font, qui est aussi la démarche artistique me paraît aussi hyper pertinente pour sensibiliser les gens aux problématiques. J'ai dit des startups, j'ai dit évidemment l'académique, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait au LIR en travaillant sur différents sujets, l'eau comme un problématique, et justement pas non plus une seule approche technique. Vous verrez sans doute dans les sujets, j'ai pas vu grand-chose, je ne peux pas vous donner un avis sur ce que j'ai vu, mais je peux dire juste une chose, c'est que je suis convaincu que la solution n'est pas uniquement technologique. L'usage est fondamental aussi. Et donc, au LIR, on avait un département, un pôle qui s'appelait réseau, donc qui était sur la techno, sur les solutions, sur les drones, on a fait des choses avec des Raspberry Pi, etc. On a fait des machins très, très, très bricolés également, qui étaient des protos en fait au départ pour tester des idées. Et ensuite, l'idée c'était de travailler avec des gens qui pouvaient industrialiser les solutions. On avait un pôle sur l'environnement, donc là sur les problématiques environnementales, plutôt des compétences en biologie, en hydrobiologie en particulier, en chimie de l'eau. Et aussi un pôle sur les usages de l'eau, donc avec des gens spécialisés, des sociologues, des géographes, des gens qui comprennent les usages, comment est-ce que les gens interagissent avec l'eau, parce qu'en fait, les interactions qu'on a avec l'eau, elles dépendent, entre autres, on parle de psychologie environnementale, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est qu'en fait, on va interagir avec notre environnement selon des différents référentiels qu'on a chacun d'entre nous, qui ne sont pas forcément les mêmes, et qui vont faire qu'on va agir différemment. On parlait des mégots tout à l'heure, ou des déchets. Pourquoi est-ce que les gens jettent leurs canettes dans l'eau? C'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas la conscience que, j'imagine que ce qu'ils jettent là, ça se retrouve dans l'environnement, et ensuite dans les fleuves, et ensuite dans la mer, et ils viennent contribuer à cet océan de déchets dont on parle, ce continent de déchets dont on parle. Donc je pense que travailler sur les représentations et sur les conceptions qu'on a de l'environnement, c'est fondamental aussi. Et vous y contribuez, à mon avis, aussi là. Le fait de faire des choses, de se poser des questions, c'est je pense, fondamental. Et je termine avec un aspect data. On a aussi développé
plein de choses sur les données et sur des compétences liées au big data et à l'aspect modélisation statistique et grands flux de données, quoi. Comment est-ce qu'on peut gérer ces grands flux de données, qu'est-ce qu'on peut faire comme service autour de ça. Voilà. Bon, et maintenant, donc, maintenant, je suis en charge, c'est ça, au niveau du groupe, de la partie scientifique, de la coordination des centres de recherche, de la propriété intellectuelle, qui est un sujet également. Alors, je vais juste mentionner une chose, c'est qu'en fait, je trouve que c'est pas du tout contradictoire de travailler à la fois sur des aspects sciences ouvertes et aussi de la propriété intellectuelle d'un autre côté. Il me semble que une des questions qui est quand même importante dans les sujets que vous mettez là en œuvre, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour les déployer et comment est-ce que ces sujets-là peuvent avoir un impact beaucoup plus grand. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense qu'une réponse comme un industriel qui est mon employeur, évidemment, une des solutions, c'est de dire, ben voilà, quand j'ai une solution qui est vraiment innovante et que je peux protéger, et j'ai le faire parce que j'ai d'autres concurrents qui vont effectivement, eux, c'est un jeu concurrentiel, c'est une compétition. Par contre, ce n'est pas vrai sur tous les sujets. Pour moi, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de compétition et sur lesquels on peut travailler tous ensemble. Et je pense pour moi, il y a évidemment là-dessus de la discussion à faire. Je voudrais juste mentionner le fait qu'on utilise du code ouvert, on développe des solutions qui contribuent aussi à l'open source. Par exemple, alors je sais pas si c'est des codes un peu spécifiques sur la modélisation des réseaux d'eau et la modélisation en particulier d'eau potable et d'assainissement. C'est des codes qui sont développés aux États-Unis, Swim et Panet, qui sont des codes auxquels on contribue, nous aussi. Donc, je veux dire, pour dire que Suez est aussi un maker et participe aussi. Alors, on fait aussi des hackathons chez nous, pas des hackathons, et on travaille aussi de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai dit l'essentiel? Je parle un peu de moi et puis de Suez, donc c'était l'objectif. Oui, tout à fait. C'est intéressant pour nous de découvrir toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui entre les univers autour des mêmes causes. Et on retrouve effectivement les mots-clés du making, des data, de l'impact, des représentations psychologiques, imaginaires de ces investissements-là. Et c'est bien aussi ce que nous ont dit les maires, la maire du 10e en particulier, c'est la façon dont l'administration ou les politiques publiques prennent du sens et de l'impact parce que les citoyens font écho aussi. Elle expliquait par exemple qu'une action anti-lobby, pour le coup, qui avait été portée par Madrid, Paris, puis j'ai oublié la troisième ville, que les maires des grandes villes n'auraient pas eu le droit, en théorie, je ne sais plus pour quelle raison, de porter. Ce qui avait rendu possible l'action, c'était que beaucoup de monde était derrière et que la communauté européenne le savait, que ça correspondait à ce que les citoyens avaient exprimé. Donc là où on se retrouve tous, c'est que sur des questions aussi graves que la transformation écologique, bien entendu, il n'y a pas de solution monosémique et votre tolérance face à nos efforts pour proposer des solutions modestes, mais qui sont valables par l'élan qu'elles représentent, on est très heureux que vous le receviez comme tel, parce que c'est aussi, je pense, les convictions de Cédric d'Astrolabe Expédition ou de César. C'est Cédric qui représente aussi un mouvement extrêmement original de plaisanciers qui s'embarquent volontairement dans la collecte de données ouvertes pour... des choses. Donc, si je voulais peut-être... pardon, non, bien sûr, allez-y. Non, je voulais juste rajouter un élément que j'avais oublié de mentionner. Alors, déjà, je voulais juste corriger, c'est pas une tolérance, Oui, je sais ça. C'est pas une tolérance du tout, faut pas le... J'espère que vous ne vous sentez pas comme ça, en tout cas, c'est pas mon discours. Je voulais juste mentionner le côté science participative. Je pense que moi, c'est un sujet qui m'intéresse assez et j'aimerais. Je suis preneur de vos idées, de vos retours là-dessus. Je suis preneur. C'était une question que je voulais vous adresser par rapport à votre position et à Suez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Mais vous personnellement, ou même d'un point de vue industriel, l'apport participatif à générer des données? Ouais, ça m'intéresse. Et pourquoi? It's a good question. Pourquoi ça m'intéresse? Je pense qu'il y a quelque chose... Alors moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, personnellement. Je suis chercheur, déjà, ça ne change pas. Quel que soit son employeur. Et je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur le côté, à la fois, ce
que j'ai dit au début, c'est-à-dire le côté capacité, donner l'empowerment, voilà, la capacité de dire aux gens, voilà, vous êtes capable de contribuer à quelque chose de plus important. Ça, à mon avis, ça a beaucoup de valeur. Alors, premier élément. Ensuite, un deuxième élément, c'est qu'on a du mal à avoir de l'info précise, de qualité, sur les systèmes naturels, environnementaux, parce qu'ils sont de grande taille, parce que ça coûte cher d'avoir des points de mesure entretenus. Je peux vous donner un exemple. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Magest, qui gère l'ensemble, qui surveille la qualité de l'eau dans l'ensemble de l'estuaire de la Gironde, qui est un des plus grands estuaires d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'estuaire de la Gironde. Voilà, c'est un très grand estuaire. Il y a une dizaine de points de mesure qui sont maintenus par l'Université de Bordeaux. Et un des gros enjeux qu'ils ont, c'est en fait, ils ont besoin de sous, à la fois de sous, à la fois de moyens économiques pour maintenir tout ça. Et j'ai envie de dire, si on rêvait, on se disait, mais attends, mais il y a plein de gens qui sont sur l'estuaire, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des gens qui sont sur place, etc., pour qui, finalement, prendre un échantillon, si on avait la capacité d'avoir ce qui était présenté là, donc une capacité d'avoir une mesure fiable, pas chère, et déployable à grande échelle, je veux dire, mais évidemment, tout le monde est preneur. Tout le monde est preneur. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que je le pense vraiment. Et je pouvais dire la même chose sur les déchets. Alors, par exemple, les déchets, je ne sais pas si vous savez, regardez un petit peu ce qui se passe en termes de sciences participatives. Donc, il y a un des sujets, je vous donne un exemple. On s'engage, Suez s'engage contre les déchets dans l'océan. Ok, ça veut dire quoi? En pratique, on soutient financièrement des associations ou des démarches, voilà, en particulier pour les associations, il y a Time for Ocean, qui est un bateau que Suez soutient et qui est piloté par Stéphane Lediraison, qui est engagé sur ce créneau aussi, qui va emporter des matériels scientifiques sur son bateau. Il y a plusieurs l'association 7e continent, il y a aussi, je me souviens plus du nom de l'autre, Med for Ocean, le nom m'échappe, désolé, mais bon, on a quelques associations. Et on fait également des campagnes de personnel de Suez pour aller récupérer des déchets dans les rivières. Moi, je pense que une des questions qu'on a scientifiques, c'est les déchets. Enfin, si vous regardez un peu le problème des microplastiques ou des plastiques dans l'eau, c'est un sujet que vous connaissez sans doute un petit peu. Un des problèmes, c'est la quantification de quels sont ces déchets, quels sont les types de déchets. Parce qu'en fait, on parle de déchets plastiques, mais vous savez qu'il y a plein de types de plastiques différents. On peut parler de PET, polyéthylène terephthalate, il y a du PVC, il y a PE, PP, etc. Donc il y en a plein de différents. Et que ce qui serait intéressant de savoir, c'est quels sont les déchets qu'on récupère, de quelle taille ils sont, comment est-ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est pas juste une récolte de déchets qu'il faut faire, c'est une récolte mais quantifiée. Donc là, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un protocole qui existe, qui s'appelle OSPAR, qui nous permet de quantifier, de pouvoir dire, voilà, si je fais une mesure de déchets collectés sur une zone de rivière, je peux intégrer cette mesure, suivant ce protocole, à un ensemble plus large de plein de gens qui pourraient contribuer à la même chose. Et ça derrière, pourquoi ça m'intéresse Suez? Parce que on pourrait, nous, essayer de... Moi, ce qui m'intéresserait serait de dire, ok, si j'ai des solutions, par exemple, de blocage de ces déchets, par exemple, si je peux quantifier l'impact de solutions sur un bassin versant, ça serait génial de pouvoir dire, non seulement de pouvoir dire, voilà, moi, je peux proposer à ce moment-là une collectivité, une solution qui dit, voilà, je peux vous assurer que je peux évaluer la pertinence et la performance de la solution que je propose. Sinon, j'aurais beaucoup de mal à le faire. Donc, si j'ai accès à des gens capables de faire ça, enfin, accès à des gens, pas des gens, mais à un collectif qui se dit oui, c'est important et je suis prêt à y contribuer, ça m'intéresse, dans ce cas-là, évidemment, voilà une réponse pourquoi ça m'intéresse. Est-ce que ce qui freine pas les industriels, c'est la fiabilité des données qui sont collectées dans les sciences participatives? Est-ce que c'est pas le problème Alors, de dire, quand vous parlez, c'est pas forcément industriel d'ailleurs, je pense qu'aller parler à des chercheurs ou à des scientifiques, ils vont tous vous dire, mais moi je préfère avoir le pouillème de mesure après la virgule, plutôt que d'avoir plein de gens qui vont contribuer et qui vont des données qui seront de qualité médiocre, voire mauvaise. Alors je peux vous dire que j'aime avoir des données de qualité médiocre, mais je pense qu'il y a des démarches, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Je vous donne un exemple aussi à Berkeley, où on avait fait des choses assez intéressantes à part de téléphones portables, qui mesurent, on voulait
déployer de la science participative sur des téléphones portables pour mesurer les tremblements de terre. Alors, une façon de mesurer les tremblements de terre, c'est de dire, ok, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, je ne sais pas si ceux qui ont vécu parmi vous en Californie, ça tremble assez souvent. Des fois, c'est plus ou moins fort. Alors, évidemment, il y a des instruments de mesure scientifiques très précis qui peuvent regarder ce qui se passe, mais on pourrait aussi dire, voilà, les téléphones portables, quand ils tremblent, on peut le sentir. Et si on en a plein, finalement, on peut avoir des mesures et qu'on puisse différencier le fait qu'il tombe ou le fait que je marche avec, du fait qu'il tremble quand il est posé quelque part. Et ben, je peux mesurer. Voilà. Et en fait, scientifiquement, on peut faire des choses vachement intéressantes à partir de données dans la mesure où elles sont massives. Et donc, le côté massif peut aussi contribuer à réduire l'incertitude. C'est une réponse un peu scientifique. Ensuite, je pense que ce qui a été dit est très vrai. Hein. C'est-à-dire que je trouve que l'idée de l'ordinateur est quand même vachement parlante, quoi. Évidemment, c'est vrai, les ordinateurs au départ, personne n'imaginait qu'ils puissent être miniaturisés et que tout le monde est déployé de façon très, très grande. Je pense que sur les capteurs, la mesure, etc., on aura la même chose, on aura le même déploiement. Votre idée du capteur, etc., moi ça me fait penser à de la microfluidique, je ne sais pas si vous connaissez ça un petit peu, ben voilà, il y a des choses derrière, on peut imaginer des choses assez intéressantes. La microfluidique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une capacité à faire avec des tubes très très fins, se rencontrer interagir en fait des fluides par exemple, on est capable de faire des expériences chimiques dans des volumes microscopiques, enfin, tout petits. Donc l'avantage c'est qu'en fait on utilise beaucoup moins de réactifs, on limite beaucoup les risques, en particulier quand ça peut exploser, etc. Et on est capable de faire ça en série en fait. En fait, il y a des choses assez géniales où on met à la fois un réactif, on met une huile qui fait qu'on peut séparer et on peut faire du... Voilà, donc ça c'est des idées, je pense, plutôt que de faire plein de petites pipettes, si vous pouvez les mettre les uns à la suite des autres, potentiellement on peut faire beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est pas une technologie qui est utilisée aujourd'hui pour assainir l'eau? Ah non, par contre, ça pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est la microfluidique. Au contraire, pour assainir l'eau, il nous faut des gros volumes. Non, on ne peut pas faire ça. Non, parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une démonstration d'un appareil qui existait, qui est testé dans l'estuaire du Danube, en Roumanie. D'accord. Et qui sert à purifier l'eau et à la rendre potable. Ils l'ont testé à Saint-Denis il n'y a pas très longtemps sur le canal dans le cadre de la saison roumaine. Et c'était une machine qui arrivait à purifier, mais à rendre buvable. Ils ont fait l'expérience avec l'eau du canal en direct et elle purifie, je crois, 30 mètres cubes d'eau par heure, et avec des systèmes de micro-tuyaux, enfin c'était des filtres successifs. À ce moment, c'est des membranes d'ultrafiltration. Donc c'est complètement différent. En fait, les membranes, c'est effectivement une technologie. Enfin, si c'est ça, je ne connais pas ce à quoi vous faites référence, mais effectivement, il y a des technologies de purification de l'eau à partir de membranes qui sont très... là, pour le coup, c'est des solutions industrielles d'ailleurs que Suez utilise et produit. D'accord. Parce que là, c'était une machine qui permettait de donner de l'eau potable à un camp de réfugiés. Tout à fait, mais ça, c'est quelque chose que Suez commercialise. J'ai une question pour deux intervenants. Quelles sont, selon vous, les conditions ou la manière pour qu'un projet en sciences participatives se passe bien, un projet conjoint entre un grand groupe industriel et un réseau de citoyens? C'est quoi les conditions pour que ça fonctionne? De travail entre ces deux entités. De chacun de vue. Déjà, je pense que c'est une des bonnes questions effectivement à se poser, de savoir qu'est-ce que chacun en attend, chacun peut y mettre, et qu'est-ce qu'ensuite chacun quelque part y gagne aussi. C'est une question qui s'est posée à différentes reprises. Je vous invite à aller voir le site des acteurs actuels du projet Fédération qui parle un petit peu sur ces questions. Avec le collectif de Hacker PLC, avec des gens du Millennium, avec le réseau des Fab Labs français, on a fait une modeste tentative d'essayer de coucher un peu par écrit ce qui nous semblait être des prérequis pour que les choses puissent évoluer favorablement des deux côtés. Je pense que s'il n'y avait qu'un seul mot, c'est la patience, déjà. C'est un peu d'ouverture d'esprit, et je pense qu'aujourd'hui, on en est de plus en plus équipé dans différentes structures. Et ça, c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle de voir que, y compris des très grosses pharmaceutiques comme Roche arrivent à envisager de contribuer avec les acteurs de la science participative. C'est quand même assez surprenant et assez intéressant en même temps qu'ils arrivent à envisager d'ouvrir leur
propre projet de données, c'est assez intéressant. Et pourquoi ils le font? Je pense qu'il y a, au-delà d'une question d'affichage qui peut exister bien entendu, vraiment une volonté chez les collaborateurs de faire en sorte qu'on puisse faire évoluer les situations. Et pour pouvoir les faire évoluer sur le long terme, il faut qu'il y ait une forme de transfert possible. Il faut qu'il y ait aussi une façon d'impliquer les équipes, des structures dans cette collaboration. On voit souvent des hackathons où il va y avoir des makers d'un côté et puis des structures de l'autre qui vont attendre de voir quelle belle innovation va se passer. Ça peut se pratiquer, mais on voit de plus en plus émerger des façons croisées d'imaginer les choses. Des gens où les deux parties prenantes sont autour de la table et vraiment co-construisent ensemble. C'est pas facile, on a des métiers qui sont différents, on a des sémantiques qui sont différentes, on a des univers conceptuels qui sont des fois différents, déjà entre métiers. Et pour réussir à faire en sorte que les choses se passent bien, il faut que les choses soient clarifiées dès le début sur les attentes, sur les perspectives d'évolution des projets qui peuvent émerger dans ces situations, et également qu'il puisse y avoir une forme de retour aussi pour les gens qui participent à ces actions, puisque attendre des citoyens qui participent à faire évoluer les choses favorablement, c'est ce qu'on peut légitimement attendre d'un citoyen tout court. Néanmoins, une participation dans le cadre d'une collaboration, je dirais, active avec une grande structure, doit pouvoir aussi, je dirais, être évaluée, être mesurée et pouvoir être, entre guillemets, rémunérée. Je donne l'exemple que je connais malheureusement, qui est celui d'Epidemium, sur lequel on avait un prix financier la première année. En deuxième année, les gens nous ont dit, écoutez, 1000 euros ou pas, c'est pas tellement le sujet, c'est plus être accompagné sur la publication d'un papier qui nous intéresse dans la démarche. Donc, quelle contrepartie, finalement, qu'est-ce qu'on en attend? C'est évidemment peut-être différent pour chacun d'entre nous, mais je pense qu'il faut vraiment prendre en considération aussi ces attentes-là du côté des citoyens pour imaginer des relations qui soient pérennes, puisque sinon, on risque de se trouver dans des situations où les gens participent une fois, deux fois, puis ont le sentiment un peu d'avoir été contribuer à quelque chose, mais sur lesquels il n'y a pas toujours des possibilités de développement pour eux en propre. Donc les questions de propriété intellectuelle, pour le coup, qui sont inhérentes, sont très importantes à poser dès le début. Ouais, je pensais à ça parce que on entend l'exemple de Cédric et de dire que pour mesurer les fonds marins, il y a 7 bateaux en France qui sont équipés, il y a 14 000 plaisanciers. Bon, tout de suite, on arrive avec une capacité de générer de la data et générer de la mesure qui permet de créer beaucoup de data, beaucoup de valeur d'analyse. Et comment après, donc, le droit du citoyen à se sentir impliqué et à générer donc de la data et donc par après traitement de la valeur, à quoi ça engage de l'autre côté les gens qui vont exploiter ou les groupes qui vont être en mesure d'industrialiser ça. Et donc, c'est ce partenariat-là entre le fait d'inclure des situations pour créer de la data qui va générer de la valeur dans une application industrielle qui va bénéficier à l'ensemble, comment ça peut, ce contrat-là, comment on peut l'écrire, comment il faudrait l'imaginer? La question est posée peut-être au-delà des industriels aussi à la société civile en général, puisque finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formes de crédit citoyen sur des participations, des engagements? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse nous permettre d'avoir 2-3 mois de chômage supplémentaires pour des gens qui vraiment s'engagent activement en faveur de l'environnement ou des questions sociales? C'est des questions qui sont ouvertes, qui amènent aussi à des fois des réponses qui sont insatisfaisantes. On voit l'exemple en Chine, par exemple, sur ce qui fait qu'on gagne des crédits citoyens ou non, ce qui fait qu'on peut ou pas sortir du pays. Donc voilà, toutes ces questions d'indicateurs sont, je pense, très intéressantes, mais peuvent aussi vite virer vers quelque chose qui ne soit pas forcément ce qu'on souhaite. La réponse, à mon avis, n'est pas simple. C'est souvent le constat. Par contre, on peut en expérimenter plusieurs formes. Il y a plusieurs acteurs ici qui ont déjà une bonne idée. Que ce soit de faire participer des gens et de leur apprendre des choses, chemin faisant. Je pense à l'Astrolabe sur les week-ends Sciences Voile, c'est-à-dire que c'est vraiment une action scientifique à laquelle on participe, mais on a un retour aussi en étant formé à la voile. Donc je ne dis pas que c'est un format absolu, mais en tout cas c'est une proposition que je trouve très intéressante et assez originale dans le paysage. Il y a certainement 1000 autres formats à imaginer en fonction des interactions qu'on a envie d'avoir avec ces gens, mais voilà, on a encore besoin d'expérimenter clairement en tout cas sur ça. Si je peux me permettre, les pollutions environnementales, comme c'est quelque chose qui est d'intérêt général, justement peut-être que c'est quelque chose qui cadre bien avec cet input qui est assez diffus du public. Parce que si c'était par exemple une application médicale ou par exemple si une personne individuelle elle tombe malade à cause d'un médicament qui est développé, là on pourrait dire voilà, c'est à cause des citoyens qui n'ont pas bien pris la data. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chaîne de responsabilité et de causalité qui est plus
on va dire, dramatique et individualisé, alors que si c'est environnemental, c'est un peu plus diffus. Donc, je pense que c'est un terrain qui est peut-être un peu plus tolérant, peut-être de créer ce crédit dont tu parlais. Voilà, parce que c'est d'intérêt général. Tout le monde a intérêt à ce qu'on ait de meilleures informations. Et dans ce cas, peut-être c'est plus vers vous. En fait, si par exemple, on va dire, si je comprends, je traduis ta question, c'est si par exemple dans l'estuaire de Bordeaux, de la Garonne, de la Gironde, qui avait d'un coup les citoyens le faisaient pour vous, enfin en partie pour vous, et que ça baissait vos prix, le coût de faire, je sais pas, divisé par 10, est-ce que vous avez une manière de renvoyer la balle? C'est ça en fait, hein, c'est ça que tu poses comme question. La nature du circuit est un peu ce contrat, quoi. On est tous solidaires sur un territoire, chacun avec une expertise. Certains vont produire de la donnée, quelle est la contrepartie de cette valeur clé? Voilà, pour un exemple concret, quoi. Oui, alors pour répondre sur la question sur l'estuaire de la Gironde, Oui. Malheureusement, le fait d'avoir de la donnée ne permet pas de diminuer le prix et diminuer nos coûts. C'est pas aussi direct que ça. Déjà, c'est le premier point. Oui. Ensuite, moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Marc. Ça. Ouais. Donc, sur le fait que... et j'y rajouterai peut-être un truc, donc sur le fait qu'il faut travailler ensemble et que finalement, on a des convergences potentielles et qu'il faut les explorer. Ce que je voudrais rajouter, c'est le côté il faut les explorer, c'est-à-dire qu'il faut tenter des choses. Moi, j'ai pas de solution toute faite. On m'a posé la question pourquoi ça serait intéressant qu'un grand groupe. Je sais pas si c'est. Enfin, c'est bien que des grands groupes sur la pharmacie fassent ça, et je pense que c'est bien aussi qu'on s'y intéresse. Alors après, j'ai pas de garantie que ça va marcher. Quand on a on a fait beaucoup de collaborations avec des startups, et les mêmes questions se posent, de partage de la valeur, etc. Là, c'est un petit peu différent quand on parle de sciences participatives pour moi. Je ne sais pas s'il y a un modèle qui existe de rétribution autre que dans d'autres domaines de sciences participatives. Moi, je connais des exemples de sciences participatives qui sont, par exemple, des gens qui sont passionnés par les oiseaux, qui passent du temps à compter les oiseaux qui passent, et c'est des ordres migrateurs, et qui contribuent de façon générale c'est un projet qui a été piloté par le MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle. Même projet sur le suivi des papillons, par exemple, dans les jardins. À ma connaissance, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rétribution financière là-dessus. Et je ne pense pas qu'on soit sur un... En tout cas, évidemment, on se trouve faire un gros groupe, on se dit, voilà, il y a une rétribution financière, quelque part. S'il y a de la valeur générée... Non, mais je pose la question, je dis juste que s'il y a de la valeur générée, évidemment, c'est légitime de parler de partage de la valeur. Je pense qu'il faut évaluer ce que ça représente, et une façon de faire, c'est de tester les choses. Pour moi, ça serait plutôt ça, je pense. Je partirais vers un test, faisons un test, regardons, et après je suis ouvert à la discussion, bien sûr.